Je vous invite, dès que vous êtes présent, à vous manifester dans le chat pour me dire que tout est OK de votre côté, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, surtout. Super, c'est bon, c'est parti. Je vous invite aussi, si vous voulez, à me dire d'où vous venez. Je trouve ça toujours hyper intéressant de savoir que ce canapé RH, à chaque fois, fait le tour de France. Je suis ravie de voir qu'on est un petit peu partout. Toulouse, Strasbourg, Nîmes, super. Et bah, effectivement, ça fait le tour de France. Quand même. Bon, ouais, c'est vraiment un tour de France et il y a Toulousain aussi. Bon, on va laisser les petits retardataires arriver et je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Cindy, je suis chargée de communication chez Eurecia. Pour présenter Eurecia rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une entreprise 100% toulousaine, donc du coup, on vient de Toulouse, qui œuvre au quotidien et depuis 17 ans pour accompagner les entreprises vers l'expérience, l'épanouissement de leurs collaborateurs, donc à travers différents contenus que je vous présenterai un petit peu plus tard, et aussi grâce au logiciel, à notre logiciel SIRH. Nous avons plus de 2700 entreprises clientes qui nous font confiance, ce qui représente un peu plus de 220 000 utilisateurs de la solution au quotidien. Donc, on est hyper fiers de ces chiffres. Mais Eurecia, ce n'est pas qu'une solution, ce n'est pas que des chiffres. C'est aussi un super campus, comme vous voyez sur la photo en bas à droite. On a la chance de travailler tous les jours dans un cadre idéal, donc c'est important de le rappeler. Ceux qui ont eu la chance d'ailleurs de venir nous rendre visite dans nos locaux peuvent en témoigner. Pascal, qui est notre CEO, il a à cœur vraiment d'améliorer le bien-être de ses 130 collaborateurs et ça passe par ce super campus. Donc, je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur nos réseaux sociaux si vous voulez découvrir un peu notre quotidien et suivre toutes nos aventures. Et comme je vous le disais, le cœur de métier de Recia, c'est une solution RH qui répond à tous vos besoins, que ce soit du recrutement des collaborateurs, à la gestion des notes de frais, des congés, des plannings, des entretiens. Bref, c'est vraiment un panel très, très large pour vous accompagner dans la gestion de vos ressources humaines. Pour ça, nous avons également créé le Recia Academy, qu'on appelle ainsi, qui réunit en fait un ensemble de solutions de développement personnel pour être acteur de sa vie en entreprise. Donc là, dans le Récit Academy, on va retrouver une multitude de contenus comme des articles blog, des podcasts, des vidéos de formation, des webinars comme ici là, le Canapé RH et différents événements qui se font en présentiel dans notre campus ou alors aussi en digital. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment des outils d'accompagnement pour se développer et s'épanouir dans son activité professionnelle. Et tout ça, on le fait pour et avec notre grande communauté qui rassemble tous les experts et les professionnels du monde du travail, de l'entreprise, que ce soit les dirigeants, les RH, les DRH, les collaborateurs, nos clients, les managers, bref, vraiment tout le monde. Passons maintenant au cœur du sujet. Donc, je suis ravie aujourd'hui de traiter d'une thématique d'actualité pour le coup, parce que pour beaucoup d'entre vous, on va vous aborder la grande thématique des entretiens professionnels. Donc, pour traiter cette thématique, j'ai le plaisir d'animer ce canapé RH avec Yannick Rampal, qui est le dirigeant du groupe AMF. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle et je vous invite vivement à participer et à échanger à travers le chat. Je serai le relais entre Yannick et vous. Donc, vraiment, soyez à l'aise de poser toutes vos questions. Et à la fin du webinaire, il y aura un petit moment d'échange plutôt de vive voix. Donc là, vous pourrez tous activer vos micros à ce moment-là pour échanger ensemble vos retours d'expérience et aussi vos questions. Donc, on est ensemble pour une petite heure. Donc, sans plus attendre, Yannick, je te laisse la main sur la présentation et je vous souhaite à tous un bon canapé RH.
Merci beaucoup, Cindy. Alors, je vais partager donc du coup l'écran. Hop, voilà. Une minute, ça arrive. Et voilà. Là. Et voilà. Super. Normalement, vous devez avoir Oui. l'écran. Voilà. Bon, ben, bonjour à tous. Merci beaucoup, Cindy, pour cette introduction. Très heureux de faire partie de l'écosystème de Ressia, hein, en particulier en tant qu'expert RH. Donc, nous sommes un groupe cabinet consultant, cabinet de formation. Nous avons 20 ans d'ancienneté. Nous intervenons essentiellement dans le sud de la France. Voilà, je ne vais pas être trop long par rapport à la présentation. Vous pouvez toujours aller sur notre site. Nous avons des expertises qui sont essentiellement dites des expertises dans je dirais, les ressources humaines développementales. Et en particulier, depuis 2004, nous accompagnons et nous avons accompagné, donc, comme vous pouvez l'imaginer, énormément de structures, d'entreprises sur la mise en œuvre des entretiens professionnels. Donc, du coup, nous avons fait ça un petit peu notre spécialité. Et donc, l'idée, c'est d'aujourd'hui que je puisse vous faire partager un petit peu, à travers aussi notre expérience, une certaine vision des entretiens professionnels, mais bien sûr, de pouvoir répondre aussi à toutes vos questions. Yannick, Donc, je te tu coupe, m'entends ou pardon, non? excuse-moi, c'est juste que le partage d'écran, il est en mode présentateur, du coup, on ne l'a pas en grand. Alors, attendez, excusez-moi. Je vais mettre donc ces paramètres d'affichage, je suppose, basculer Oui, en mode diaporama. Attendez. Est-ce que ça va mieux? non, là c'est bon, c'est parfait. Voilà. Super, Merci. 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 Alors, je vous propose qu'on organise cette séquence en 3 temps. Un premier temps où on va parler du contexte et du cadre juridique. Je vais aller assez rapidement là-dessus. Je ne sais pas du tout par rapport à notre auditoire à quel niveau de connaissance vous en êtes, mais vous allez avoir la possibilité de pouvoir poser vos questions et on y répondra avec plaisir. Après, il y aura une partie plus sur la mise en œuvre de l'entretien professionnel concrètement. Et après, on va un petit peu essayer de s'élever et de dire, voilà, pourquoi l'entretien professionnel, je dirais, une vraie réponse à des besoins actuels que nous avons au sein de nos entreprises. Alors, première chose, il y a en fait un contexte historique. Il me plaît à chaque fois de rappeler que l'entretien professionnel, c'est pas sorti du chapeau comme ça en 2014 en disant, tiens, l'entretien professionnel devient obligatoire, c'est un nouvel entretien. En fait, cet entretien, il est apparu dans l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel de 2003 pour la première fois. Et il a été validé à l'unanimité par les partenaires sociaux. Par contre, il n'a pas été repris dans la loi. Donc, on en a peu parlé, ou moins, ou en tout cas, on en a parlé dans certains milieux, parce que justement, il n'avait pas été repris dans la loi. Mais il faut quand même savoir que cette loi, je vous dis parce que je pense que c'est intéressant, s'intitulait « Formation professionnelle tout au long de la vie et dialogue social ». Ce qui veut donc dire qu'en fait, l'entretien professionnel, il a été vraiment présenté comme un outil qui permette à tout collaborateur d'être acteur de son évolution professionnelle, ce qui était quelque chose qui était remis sur le tapis, en particulier à partir de 2004. Et aussi, on l'a présenté comme en fait un nouvel outil du dialogue social. On peut en reparler après, mais c'est très important parce que la posture de l'entretien était assez innovante et justement, ça permettait donc du coup de développer un cas de dialogue social autrement particulier qu'en passant par les IRP. En 2014, cet entretien a été repris et là, il s'est ancré dans la loi, il s'est devenu obligatoire avec, comme vous le savez, ce fameux bilan à 6 ans qui est sujet à des sanctions en fonction de si on ne colle pas toutes les cases. Donc, on en reparlera tout à l'heure. En 2018, ça a été amplifié. Nous avons eu certains critères qui ont été assouplis, mais nous avons donc, je dirais, les partenaires sociaux et l'État à renforcer cette idée que l'entretien professionnel était important et obligatoire. Alors, pourquoi il est obligatoire? Parce qu'en fin de compte, en 2023, on en est où? Alors, l'entretien professionnel a eu beaucoup de mal à se mettre en place, il faut être clair. On est dans une pratique très hétérogène, on va dire. Hein. Souvent, dans les grandes entreprises, c'est plutôt mis en place. Actuellement encore, dans les petites entreprises, il y a beaucoup de petites entreprises qui ne le mettent pas en place. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont donnés, le temps, la compétence, le ROI, le retour sur investissement, on va dire, qui n'est pas toujours bien visible. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde pour dire qu'en fonction des les besoins qui émergent actuellement, et en particulier de l'après-Covid,
font que cet entretien va pouvoir jouer un rôle et devrait jouer un rôle dans l'avenir très, très important. Alors, on part de quoi? L'entretien émotionnel dans les textes, hein, c'est le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans donc d'un entretien professionnel avec son employeur concentré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Donc, quand on applique ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment on le met en œuvre? C'est là toute la question. Donc, il y a eu tout un cadrage juridique qui est le suivant. Rapidement, l'entretien professionnel, dès l'embauche d'un salarié, vous êtes obligé de l'informer que ça existe et qu'il va pouvoir bénéficier de cet entretien. Deuxièmement, tous les 2 ans, il faut réaliser cet entretien professionnel avec quelques obligations, et en particulier une obligation d'information. Souvent, on l'oublie, mais je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'au cours de l'entretien professionnel, nous avons des obligations de parler de la VAE, du CEP, du CPF, c'est-à-dire tous des moyens, justement, dont va pouvoir se saisir votre collaborateur pour pouvoir être acteur, en particulier, de son évolution professionnelle. L'éligibilité est quand même très large. Il faut avoir globalement 2 ans d'ancienneté, donc c'est tous les 2 ans. Mais par contre, au niveau des contrats, c'est extrêmement large. Que vos collaborateurs soient à temps partiel ou à temps complet, en contrat aidé. Ils font partie, je dirais, de cet entretien professionnel et c'est important de leur proposer. Qu'est-ce que vous avez en termes d'obligation? En termes d'obligation, le législateur a dit, voilà, il va falloir que tous les 6 ans, on fasse un bilan et que chaque salarié ait au moins, donc on va dire, 3 entretiens professionnels et une formation. Excusez-moi, c'est moi qui ai bougé le. Oula, excusez-moi, pardon. Voilà. Et une formation, donc, une formation non obligatoire. Alors, par rapport à ça, auparavant, en 2014, on avait rajouté, il fallait aussi regarder les certifications obtenues par vos collaborateurs pendant cette période-là et si, oui ou non, il y avait une évolution professionnelle ou salariale. En 2018, la nouveauté, ça a été de dire ces deux thématiques doivent être traitées et peuvent être traitées, mais ne sont pas soumis, j'allais dire, à des sanctions si jamais elles ne sont pas, donc les objectifs ne sont pas atteints par rapport à ces deux obligations. Une question qui revient souvent là-dessus, alors je vous donne déjà la réponse, en tout cas, mais on peut en reparler, c'est qu'est-ce que c'est qu'une formation non obligatoire? Là, c'est quelque chose qui est souvent ancré en termes de questions. Donc, une formation non obligatoire, une formation obligatoire, qu'est-ce que c'est déjà? Normalement, c'est une formation qui est donc imposée par la loi ou de façon réglementaire, donc soit les conventions collectives internationales ou, je dirais, les réglementations, ou sinon, ce sont des formations qui conditionnent l'accès à une activité professionnelle. Alors, quand on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit aussi, parce qu'on voit que concrètement, ce n'est pas si évident d'identifier ça. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vous rapprocher en particulier de vos OPCO, pour pouvoir, eux, ils ont la liste pour vous en lien avec votre CCN, votre activité, des formations qui seraient des formations, je dirais, obligatoires et donc qui ne rentreront pas dans le cadre de l'entretien professionnel. En 2018, nous avons la loi de 2018 d'avenir professionnel qui va, je dirais, assouplir les critères, mais surtout qui va donner la possibilité, alors c'est peut-être pour les plus grosses entreprises, bien que avec, je dirais, les ordonnances Macron, maintenant, il est intéressant que les PME, TPE se servent de l'outil accord d'entreprise, donc on pourra en revenir dessus, jamais vous avez des questions par rapport à ça, mais donc, si vous voulez, il y a par accord d'entreprise ou pourquoi pas des branches qui pourraient décider donc de critères d'abondement pour le CPF plus favorables, par exemple, de faire un entretien pas tous les 2 ans, mais tous les ans, par exemple, et d'avoir d'autres critères d'appréciation par rapport au parcours effectué donc tous les 6 ans. Chose aussi importante, c'est que l'entretien peut avoir lieu à l'initiative du salarié à une date antérieure de la reprise de poste, en particulier quand il y a une absence. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure et qui est important parce que souvent on a des questions là-dessus aussi, c'est que l'entretien professionnel, en fait, a repris plusieurs entretiens. Avant, nous avions l'entretien, par exemple, de deuxième partie de carrière, qui est un entretien obligatoire, et maintenant, il a été inclus dans l'entretien professionnel, et que globalement, ce que nous,
on préconise, c'est qu'après une absence assez longue, quoi qu'il arrive, il est intéressant de faire un entretien professionnel. Alors, il y en a qui appellent ça un entretien de reprise, hein, mais un entretien professionnel avec vos collaborateurs. Yannick, Alors, j'ai une petite vas-y. question avant de passer à la slide suivante. Il y a une personne qui demande comment ça se passe lorsque nous sommes rattachés à aucune convention collective pour savoir les formations non obligatoires. Alors, vous êtes rattaché au droit, si vous n'avez pas de convention collective, vous appliquez le droit du travail, en fait, mais vous avez un OPCO, vous êtes quand même dans un secteur d'activité. Et donc, c'est votre OPCO qui, en fonction de votre secteur d'activité, va pouvoir vous dire quelles sont les formations obligatoires ou non. Voilà. Parce que les formations obligatoires ne sont pas en particulier automatiquement identifiées et marquées dans les conventions collectives. Voilà, donc je vous conseille de voir votre OPCO à ce moment-là. Super, merci. Alors, on arrive à ce qui fait parler, entre guillemets, les sanctions financières. Alors, donc, j'ai plusieurs entreprises, nous avons plusieurs entreprises souvent qu'on rencontre et qui nous disent « Ah, mais moi, je suis moins de 50 salariés, je ne crains rien. » Et quand on a les plus de 50, là, par contre, ils sont plus embêtés parce qu'ils ont entendu parler de ce fameux abondement par salarié. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, et c'est ce que l'on prône, c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, ne pas mettre des entretiens professionnels dans vos entreprises, quoi qu'il arrive, c'est un risque pour vous, employeurs ou responsables des ressources humaines, c'est un risque. Il y a deux risques. Bien sûr, il y a un risque financier direct pour les plus de 50, donc au niveau de la loi, puisque il y a, oui, un abonnement de 3 000 € donc, à faire par salarié qui ne cocherait pas les deux cases, c'est-à-dire j'ai eu au moins 3 entretiens en 6 ans et j'ai eu une formation non obligatoire. Donc ça, c'est évident que c'est quelque chose qui peut faire la différence, on va dire, et se dire, tiens, il faut mettre en place l'entretien professionnel en termes d'obligation. Mais par contre, de plus en plus, au prud'homme, on voit arriver des chefs d'entreprise, des entreprises qui sont pris sur la difficulté de dire que leurs salariés les accusent de ne pas avoir mis l'objectif, les moyens, hein, on n'est pas sur les objectifs, mais l'obligation de moyens qu'ils avaient de les accompagner, de leur donner un espace pour pouvoir réfléchir, construire, co-construire leur évolution professionnelle. Et je peux vous dire qu'au niveau donc des prud'hommes, c'est quelque chose qui est souvent sanctionné parce que, malgré tout, c'est une obligation que nous avons. Et là, on va se mettre sur l'accord national de 2003, l'accord national de 2003 qui a bien été validé donc, en disant que l'entreprise a une obligation sociale et une obligation de moyens à travers l'entretien professionnel. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de le dire et je pense que c'est intéressant de le rappeler. Voilà. Alors, bien sûr, nous allons essayer d'être au-delà de l'obligation. Hein, ça, c'est ce qui peut motiver les entreprises à mettre un tel outil, mais nous allons parler par la suite, bien sûr, de l'intérêt et des intérêts qu'il y aurait au-delà de cela. Donc, voilà pour la partie, j'allais dire, historique, juridique. Si jamais il y a des questions, c'est avec plaisir que je répondrai. Là, maintenant, nous allons parler de la mise en place concrètement d'entretien professionnel et pour donner un petit peu plus de sens aussi, c'est quelle est la place de cet entretien dans tous les entretiens? Parce que on a beaucoup de chefs d'entreprise qui vont dire, non, mais attendez, il y a une accumulation d'entretiens, comment je fais? Quelle est la différence entre les uns, les autres? Voilà. Alors, vous avez un petit panel, ce n'est pas du tout exhaustif, du type d'entretien qu'il peut y avoir en entreprise. Donc, vous avez sur un côté le forfait jour, le télétravail. Donc, si jamais il y a des structures qui ont mis ces modalités de travail ou de contrat de travail en place, ils le savent, il y a des obligations d'entretien qui se passent, qui sont essentiellement donc, sur la charge de travail, la qualité du travail, qui sont branchés là-dessus, on va dire. Vous avez tous les petits entretiens qui vont être, par exemple, dans le one-to-one, c'est-à-dire, ça c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, hein, c'est-à-dire ce relationnel avec vos collaborateurs, entre managers et collaborateurs, je dirais hebdomadairement, sur justement la régulation du travail. Vous avez l'entretien de recrutement, donc ça tout le monde connaît, mais vous avez deux entretiens qui souvent se chevauchent, et là on a beaucoup de questions, c'est l'entretien professionnel et l'entretien annuel ou l'entretien dit d'évaluation. Donc il faut savoir que dans la loi, il est bien dit explicitement que l'entretien professionnel doit être différencié de l'entretien d'évaluation.
Et on a souvent la question en disant, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai qu'on va plutôt aller vers, je dirais, un entretien qui fasse les deux. Et d'ailleurs, plusieurs structures avaient déjà mis une sorte d'entretien qui pouvait lier les deux. Alors, la réponse, moi, que je fais souvent, alors elle était valable, elle est de moins en moins valable, je vais vous dire pourquoi par la suite, mais c'est qu'en fait, l'entretien professionnel, c'est un entretien qui est centré sur le salarié, qui est plutôt sur des objectifs, je dirais, qui vont être plutôt sur du moyen ou long terme. Et l'entretien d'évaluation, l'entretien annuel, il est plutôt sur des objectifs l'année suivante et il est centré plutôt sur l'entreprise. Donc, en fait, si vous voulez, souvent, je vous le dis, alors je fais ça avec des gestes, mais si vous voulez, l'entretien professionnel, vous êtes dans une position de co-construction. On en reparlera après, mais en fait, votre intervieweur, votre interviewé, si vous voulez, sont à égalité et vont co-construire. Le salarié va parler en premier, va dire voilà moi ce que je préconise, voilà moi ce que je souhaiterais, voilà moi mes envies. Et l'entreprise va voir et va vous dire ah ben moi je peux participer à cela, oui ou non, et à quelle mesure. Alors que l'entretien d'évaluation, vous avez les objectifs de l'entreprise et vous avez le salarié, puis on va dire l'écart qu'il y a entre les attentes, si vous voulez, données par l'entreprise et la performance du salarié. Et donc, en fin de compte, c'est cet écart-là qu'on va essayer de combler. Donc, quand on traduit ça en termes de posture, ce n'est pas du tout la même posture. L'entretien professionnel, il n'y a aucune posture d'évaluation. L'entretien annuel, nous sommes en posture, malgré tout, d'évaluation. Donc, c'est une forte différence et c'est pour ça, si vous voulez, quand on mène un entretien professionnel, nous n'allons pas avoir la même posture que quand on mène un entretien d'évaluation. Et souvent, si vous faites l'entretien d'évaluation, par exemple, avant l'entretien professionnel ou inversement, il va y avoir des biais. Parce qu'à un moment donné, quand votre salarié va vous demander, par exemple, ah ben moi, je souhaiterais faire une formation là-dedans et que, entre guillemets, c'est un intérêt pour l'entreprise, mais c'est aussi un intérêt pour lui, si jamais il a eu en amont une évaluation qui s'est mal passée ou quelque chose qui a pu le heurter, je pense que la communication risque d'être très difficile. Alors, pour terminer, je vais élucubrer un peu ce que je dis parce qu'on a un problème à l'entretien d'évaluation actuellement. En fait, on est plusieurs à penser de dire qu'est-ce qu'en fait un entretien d'évaluation? Est-ce qu'en fin de compte, l'entretien d'évaluation comme on pouvait le vivre avant, on va pouvoir le vivre de nos jours? Alors, pourquoi? Parce que de plus en plus, on est dans les nouveaux paradigmes, et on en reparlera, mais des salariés avec le côté participatif. Donc, on est souvent dans les entretiens d'évaluation où, en fin de compte, on est en train de co-construire un avenir aussi, non pas que sur un mode d'évaluation, mais vraiment un mode de co-construction et de partage. Donc, on pourrait imaginer peut-être que l'entretien d'évaluation change de forme et potentiellement, pourquoi pas qu'il y ait un seul entretien par la suite. Mais pour le moment, moi, je vous conseille vraiment de séparer ces deux types d'entretiens. Yannick, avant de passer à la petite question, j'ai une personne qui demande est-ce qu'on peut dire aux salariés d'utiliser le compte CPF lorsqu'ils ont besoin de formation plutôt que de le faire financer par l'entreprise? Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que si vous voulez, justement, au cours de l'entretien, il va y avoir cette idée de co-construction. Et si vous voulez, quand votre salarié, ce qu'il faut bien ancrer, bien comprendre, c'est que votre salarié va vous dire, tiens, je voudrais faire telle formation. Il y a deux choix, en fait. Il y a deux, trois choix. Mais en tout cas, il y a, je dirais, deux choix. Ou vous trouvez que c'est intéressant, il y a trois choix. Ou vous dites, c'est intéressant pour l'entreprise aussi. Et là, vous pouvez vous dire, ben, moi, je vais essayer de le financer, par exemple, sur le plan de développement des compétences, entièrement. Ou vous pouvez lui dire, et ça, va être de plus en plus le cas aussi, de dire, ben, moi, je finance une partie, toi, tu mets ton CPF aussi, une autre partie. Et là, on pourra en discuter, parce qu'actuellement, avec la loi là, sur les finances qui est passée, on a l'idée donc du CPF qui pourrait être, où il y aurait peut-être un reste à charge pour le salarié ou pour tout citoyen. Voilà. Donc, on a la possibilité d'être en co-construction, co-financement, co-investissement, on a aussi la possibilité, vous avez aussi la possibilité de dire, oui, moi, ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas de problème, par contre, tu peux le financer sur le CPF et je peux même te donner les moyens d'aller voir si tu as créé ton compte ou pas ton compte, pourquoi pas aller voir un CEP pour pouvoir, je dirais, avancer. Il y a même des grosses entreprises qui vont même accompagner le salarié dans la démarche d'utiliser son CPF. Il n'y a pas de problème si
l'entreprise ne voit pas, je dirais, d'intérêt à ce que ce salarié fasse cette formation. Après, il y a la dernière possibilité. Votre salarié demande, vous ne voyez pas trop d'intérêt, mais c'est une reconnaissance. Ce n'est pas du salaire, mais c'est une reconnaissance. Et là, je vous engage à quand même dire à votre salarié, bon, ben, écoute, il y a, voilà, nous avons un intérêt, je dirais, un intérêt relatif, mais voilà, pourquoi pas, on va financer, on va cofinancer cette formation. Et ça, c'est souvent des leviers dont on ne pense pas, mais qui peuvent être aussi des leviers de reconnaissance très importants. Je ne sais pas si Cindy, voilà. Oui, merci. Merci. Et du coup, justement, peut-être là, une question qui va un peu plus cibler les RH ou les DRH. Mais quelles sont les étapes pour mettre en place l'entretien professionnel? Alors, en fait, on est d'accord qu'on est sur un processus outillé à mettre en place. Donc, les étapes, elles sont très classiques, on va dire, dans le cadre de la mise en place d'un entretien. Comme vous le voyez, moi, j'ai 2-3 choses à vous dire là-dessus. Première chose, définir les objectifs. Il faut vraiment, en amont, que la direction réfléchisse sur l'impact et l'intérêt qu'il y a de mettre l'entretien professionnel en place. Souvent, on voit trop d'entreprises, en fait, ils prennent des grilles et des supports tout faits et ils se disent, au moins, ça va être fait. Les questions, tout va bien. Je vous prends un exemple, par exemple. Il y a des entreprises qui ont mis des questions sur la représentation, par exemple, qu'ont leurs salariés de leur poste de travail, sur les idées qu'ils pourraient avoir ou leur positionnement par rapport à une stratégie que devait avoir leur entreprise, justement, par rapport au secteur professionnel, au milieu dans lequel ils travaillent. Donc, ça peut aller bien plus loin, si vous voulez. Et là, on est dans le dialogue social. Vous voyez, on est dans le dialogue entre le salarié et l'institution. Ça peut aller bien plus loin que les questions classiques. Tu as eu des formations, tu as eu une formation, tu voudrais faire quoi, qu'est-ce qu'il en est. On peut agrémenter tout ça. Et ça se décide en amont quand on définit les objectifs d'un tel entretien. Après, il y a la création de support. La création de support, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que, et ça, moi, je tiens à le dire à nos auditeurs, il n'y a pas que la trame d'entretien. Il y a en particulier les documents de communication et les documents de préparation, que ce soit pour les interviewés ou pour les collaborateurs. C'est un entretien, s'il ne fait pas sens pour l'ensemble des parties, et c'est ça qui est le problème, souvent, il ne sert à rien. Et les chefs d'entreprise, les RH vont dire, en fin de compte, j'ai mis ça, mais aucun retour d'investissement. Alors, les managers, souvent on a l'habitude de travailler, ou les managers ou les intervieweurs, parce que ce n'est pas automatiquement les managers qui peuvent mener un tel entretien, d'ailleurs. On en reparlera peut-être si vous voulez après. Mais les intervieweurs, donc travailler avec les intervieweurs, formation, etc., c'est souvent le cas. Par contre, on oublie souvent le fait qu'il faut sensibiliser les collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment leur essayer si vous voulez, d'argumenter pour leur dire, mais cet entretien-là, il faut s'en saisir. Il faut s'en saisir. Maintenant, c'est souvent la question que je pose souvent aux personnes qui mettent l'entretien professionnel en place. Vous, si on vous demande là, brut pour point, en disant, bon, ben alors, dans 5 ans, tu te verrais où? Ou qu'est-ce que tu te voudrais faire professionnellement dans 2-3 ans? Ce n'est pas assez évident. Ça se prépare, ça se réfléchit. Et c'est pour ça aussi qu'on a de nombreux collaborateurs, souvent par expérience, qui disent, bon, je ne sais pas, bon, ben, ça va. Et il n'y a pas d'idée. Si le collaborateur ne nourrit pas l'entretien professionnel, vous n'aurez pas le retour d'investissement que vous pouvez espérer. Après, il y a la programmation des entretiens, bien sûr. Et dernière phase très importante, c'est traiter et capitaliser. Alors là, je vais faire un peu de publicité, mais j'ai la chance de pouvoir, de pouvoir faire partie de l'écosystème d'Eurecia et d'utiliser Eurecia sur certaines de leurs solutions. Et c'est vrai que là, la capitalisation est importante. Alors, c'est vrai que certains SIRH le proposent, mais on peut passer au-delà du SIRH sur d'autres documents, ou d'autres outils. Mais il faut vraiment traiter et capitaliser. Et ça, c'est un vrai travail et souvent, il y a une déperdition là-dessus et l'entreprise n'investit pas assez. Pour terminer, moi, j'ai accompagné de nombreuses entreprises où en fait, on a mis les IRP au milieu. C'est-à-dire, vous le verrez par la suite, cet outil-là, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et je pense profondément que pour la construction des supports, en particulier, les objectifs aussi, mais la construction des supports, on peut vraiment impliquer notre CSE, nos membres de CSE
dans cette démarche-là, ce qui favorisera après la bonne réussite de vos entreprises. Pour ceux justement qui vont mener les entretiens professionnels, comment ils peuvent les préparer et les mener efficacement, enfin en tout cas mener la phase d'interview comme tu les appelles? Alors, bon, ça c'est très classique. Vous allez peut-être, voilà, c'est très très classique hein, sur mener un entretien. En tout cas, les professionnels des RH connaissent bien ça. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, on est sur un entretien qui est basé, moi je dis, sur les 3 co. Co-construction, co-investissement, co-responsabilité. C'est-à-dire que les plans d'action et ce qui va émerger de l'entretien professionnel, il faut que ce soit partagé, co-construit. Alors, je parle de ça, on en reparlera après, parce que pour moi, c'est extrêmement important, parce que ça permet, c'est aussi un type de management. Hein, et en fait, c'est un outil, je vous dirai après, mais je peux vous dire maintenant, qui pour moi est un outil d'accompagnement aussi pour les managers ou pour les intervieweurs dans les nouveaux styles de management. Voilà. On est dans le co. Alors, pour être dans le co, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut savoir avoir bien un cadre clair et bien partagé, quitte à revenir sur quel est l'intérêt de l'entretien, quels sont les objectifs, en particulier que ce n'est pas, ça n'a pas un but d'évaluation, c'est très très important. Il faut que tous les parties prenantes, je vous l'ai dit tout à l'heure, aient une bonne préparation. Et après, il y a tout ce qui est autour de l'écoute. L'écoute, l'empathie, le feedback, c'est-à-dire comment avoir une communication efficace. Et bien sûr, un suivi, donc ça rejoint la capitalisation, on va dire, hein, mais un suivi des décisions, parce que, chose très importante, j'ai mis attention à la frustration. Ne vous engagez jamais dans quelque chose au niveau de l'entretien professionnel que vous ne pourrez pas tenir. Il vaut mieux dire, je vais étudier, je vais voir, je vais revenir vers toi, ou nous allons revenir vers toi, plutôt que dans un élan je dirais, de générosité ou dans un élan voilà, plus spontané de dire « Ah ben oui, mais c'est une bonne idée » et qu'en fin de compte, votre salarié, à la fin de l'entretien, sorte avec une mauvaise idée ou en fait des préjugés en disant « Mais ça y est, c'est fait, c'est génial ». Et là, si jamais ça ne se fait pas, vous allez avoir un retour de bâton qui va être beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus négatif que ce que pourrait être, je dirais, l'intérêt même d'avoir mis en place l'entretien professionnel. Donc là, faites très attention par rapport à ça. Et là, une petite question qui va plus faire écho pour les dirigeants, les CEO. Pourquoi, en fait, il est important de mettre en place l'entretien professionnel au cœur, on va dire, de la stratégie d'une entreprise? Alors, en fait, voilà, donc vous avez un petit tableau. En fait, l'entretien professionnel est un outil aux intérêts partagés. Et en fin de compte, si vous voulez, toutes les parties, et c'est ça, je crois, qui est intéressant hein, globalement de cet entretien, toutes les parties peuvent comprendre, peuvent appréhender l'intérêt que cet entretien a, je dirais, dans une stratégie et dans une pérennité de l'entreprise, mais aussi dans le cadre du parcours professionnel des salariés. Au niveau de la stratégie, ça va vous permettre d'être plus réactif, de pouvoir anticiper et de ne pas louper une opportunité. Alors pourquoi? Parce que, par exemple, quand sur l'entretien professionnel, vous allez identifier, échanger avec votre salarié, parce que c'est ça qui est possible aussi, d'échanger sur les compétences qu'il peut avoir ou qu'il a pu mettre en œuvre, mais pas que dans, par exemple, une activité professionnelle. Je prends souvent l'exemple, nous avons une personne qui est investie au niveau associatif et qui est trésorier depuis 30 ans de son association sportive. Il a développé des compétences, il a développé un savoir-faire qui pourrait, par la suite, être intéressant pour votre entreprise en fonction de l'évolution qu'il y a, en fonction des postes qui sont ouverts. Et surtout, et c'est ça la question qui est à poser peut-être en entretien professionnel, c'est et si jamais ça vous intéresserait de les remettre en œuvre ou de les mettre en œuvre, ces compétences. Et là, on est, nous, dans notre jargon, sur la recherche des compétences cachées. Et Dieu sait qu'actuellement, avec les difficultés de recrutement qu'on peut avoir, optimiser la richesse déjà des salariés que l'on a, je dirais, hein, au sein de notre entreprise est quelque chose qui est une vraie valeur ajoutée dans le pilotage de nos entreprises. Alors après, vous allez avoir le côté, je dirais, management. Alors, ni marque employeur, ce n'est pas totalement management, mais en tout cas, ça va pouvoir
aider, bien sûr, favoriser votre marque employeur en termes de recrutement au niveau, j'allais dire, du dialogue social, de la cohésion, parce que vous allez être une entreprise, si vous le faites bien et de façon, je dirais oui, de façon efficiente, c'est une entreprise, chez Intel, on fait les entretiens professionnels, j'ai eu des résultats, on m'écoute, on prend en compte aussi, moi, mes envies. Et je pense que c'est quelque chose qui, actuellement, je dirais, va de plus en plus se développer et d'ailleurs est indispensable pour même, en particulier, garder nos salariés actuels. C'est aussi un dialogue social qui peut être autre. Donc, je me rappellerai toujours, j'ai accompagné en 2005 une structure, donc pour donner un exemple, c'est une structure de 200 personnes, où le PDG, en fait, était tombé amoureux de l'entretien professionnel, et en fait, chaque année, il faisait les entretiens professionnels, mais lui, il les faisait, il avait décidé qu'il ne le faisait pas à ses collaborateurs, en fait, enfin, à ses collaborateurs directs, excusez-moi. Il le faisait à des salariés. Et à chaque fois, il me disait, Yannick, c'est extraordinaire ce que je peux ressortir de cet entretien en discutant avec ces salariés. C'est-à-dire que c'est l'opportunité pour les chefs d'entreprise d'être en direct avec des salariés, de parler pas que évaluation, pas que entreprise, pas que centré sur une performance automatiquement liée à certains indicateurs, mais plutôt avoir une approche systémique et qui correspond très très bien aux besoins actuels, je dirais, des salariés et qui peut aussi être très intéressant pour les chefs d'entreprise pour passer, alors j'allais dire que c'est complémentaire par rapport à un dialogue social plus traditionnel en lien en particulier avec le CSE. Nous avons après l'intérêt central qui est le développement des compétences. Donc là, je vais être plus rapide, hein, c'est bien sûr vous répondre à votre obligation. Vous pouvez optimiser les financements, vous pouvez individualiser, c'est évident. Vous pouvez rendre accessible aussi, ça c'est très très important, l'information à vos salariés. Et le salarié va dire, génial, moi plus je suis formé, mieux c'est, je reste employable. Donc ça, c'est aussi un intérêt qui peut être donc, un intérêt partagé. Les deux dernières thématiques, vivre le travail et le parcours professionnel, sont plus un intérêt, on va dire, pour le collaborateur. C'est vivre le travail, nouveau paradigme, c'est un entretien que centré sur moi. C'est quelque chose qui est quand même, je dirais, qui peut être intéressant. C'est une relation privilégiée et surtout, je pense qu'il y a deux thématiques, c'est-à-dire le sens au travail et les conditions de travail. Moi, pour moi, et je l'utilise dans mon groupe, je trouve que c'est très important. Pourquoi j'ai ce poste? Quel est l'intérêt, quel est le rôle de mon poste dans l'entreprise? Quel sens il y a à ce que moi, salarié, je sois sur ce poste-là? Quel sens j'y trouve? Quel est le sens, quel est le projet de mon entreprise aussi? On peut échanger là-dessus, on peut répondre à des questions là-dessus. Et tout ça vient alimenter, je dirais, cette dimension du sens au travail. Dernière chose, donc les conditions de travail, où là aussi, on sait très bien que c'est un moment qui est important, en particulier avec les nouvelles modalités de managériale ou d'organisation du travail et le télétravail ou le travail à distance. Et enfin, on est vraiment sur le salarié, sur le collaborateur, où là, c'est l'opportunité d'être acteur de son évolution professionnelle. Ça fait donc maintenant plus de 20 ans que les pouvoirs publics essayent de valoriser ça et d'amplifier ça. Le CPF en est la dernière preuve, de dire à un moment donné, changeons de paradigme. Changeons de paradigme. On n'attend pas que de l'employeur, de l'entreprise qui disent fais ci, fais ça, et qui forment là-dessus, ou là-dessus. Mais par contre, tout collaborateur, tout citoyen doit prendre aussi son parcours professionnel en main et doit pouvoir être acteur. Donc là, on a vraiment un point très, très important et très intéressant, je dirais, comme levier là-dessus. Pour terminer, il y a cette liste slide où je trouve ça intéressant pour aller au-delà, justement, la réponse aux besoins. Je crois qu'actuellement, il y a 3 objectifs qui sont, je dirais, clairs et qui sont partagés par, je dirais, allez, on va dire la plupart, si ce n'est pas l'ensemble des dirigeants de n'importe quelle entreprise, que ce soit des petites ou des grosses entreprises. C'est développer une prise de décision agile, intégrer et inclure des nouveaux modes d'organisation du travail, et intégrer et inclure un changement de paradigme de comment vivre le travail. On sait très bien que nos salariés actuellement ont d'autres besoins, d'autres aspirations. Et si on veut travailler, je dirais actuellement, fidéliser les salariés, on va être obligé, et Eurecia en est bien la preuve, d'offrir aussi, de travailler sur un environnement, sur le sens au travail. Sinon, quoi qu'il arrive à un moment donné, on ne fait que reculer une échéance.
Et pour ça, mettre l'entretien professionnel en place, en fin de compte, ça développe un esprit de confiance, ça développe justement l'autonomisation, la co-construction, la co-responsabilité, le co-investissement de vos collaborateurs. Et donc, c'est pour ça que pour moi, je trouve que mettre l'entretien professionnel en place, c'est déjà un premier outil qui, en parallèle de répondre à une obligation, accompagne au changement, et en particulier au changement managérial de vos collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment, voilà, c'est pour ça que nous, on prône l'entretien professionnel. Il faut le faire d'une certaine façon, c'est sûr. Il ne faut pas s'arrêter à l'obligation. Mais il y a beaucoup d'intérêt à investir, à faire autrement cet entretien professionnel et vous aurez, je suis sûr, un retour d'investissement très intéressant. Pour terminer, en fait, c'est bien un entretien donc, qui permet de co-construire un nouveau contrat social. Donc ça, c'est plutôt, je vous en parle, c'est un petit peu mon dada, c'est le fait de dire à un moment donné que, voilà, suite à tout ce qui s'est passé, les évolutions, on est obligé de repenser le travail, on est obligé de repenser ce contrat social. Et ça, il ne faut pas croire, c'est peut-être des grosses entreprises vont vous en parler, on va dire, les raisons d'être, etc. Mais on voit arriver ça pour les PME, TPE aussi très fortement. Et si l'ensemble des chefs d'entreprise, des employeurs ne prennent pas ces dimensions-là en compte, on va avoir, je dirais, de la difficulté à pérenniser nos entreprises dans l'avenir. Voilà, Sylvie. Et moi, j'avais une dernière petite question. J'ai rajouté cette question qui parlera peut-être un peu plus aux collaborateurs. Mais moi, en tant que collaboratrice et salariée, je me pose souvent cette question sur comment je peux me préparer efficacement. Est-ce que, je sais pas, il y a des modèles d'entretien qui existent? Est-ce que tu aurais des astuces à nous communiquer, nous, les collaborateurs, sur voilà, comment bien se préparer avant un entretien professionnel? Alors, pour préparer un entretien professionnel, l'essentiel, hein, l'objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est réfléchir sur son projet professionnel, sur son évolution professionnelle. Je veux travailler où? Je veux faire quoi? Je veux travailler comment? Dans quel environnement? Quel sens ça a pour moi, le travail? Pour cela, il y a plusieurs outils. Ils sont en parallèle de l'entretien professionnel. Il y a des gens qui vont voir déjà leur conseiller en évolution professionnelle, leur CEP, c'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui vont aller voir, il y a beaucoup de sites aussi hein, qui sont de plus en plus en train d'être mis en ligne. Donc, il y a Transition professionnelle, il y a les OPCO qui ont toujours, quand vous allez sur les OPCO, vous avez toujours maintenant un onglet « Je suis collaborateur » où on va vous expliquer les possibilités, qu'est-ce qu'il en est, les ouvertures que vous avez. Maintenant, au-delà de faire un bilan de compétences, on va dire qui pourrait être fait en amont de l'entraînement professionnel ou en aval, je crois qu'il est important de se poser certaines questions. Et c'est pour ça que moi, j'encourage les entreprises, en fait, à faire pour leurs collaborateurs un outil de préparation à l'entretien professionnel, afin de se poser quelques questions, je dirais, qui sont des questions qui sont parfois, je dirais, assez simples, mais qui permettent, j'allais dire, de se projeter. Voilà. Mais au-delà de cette préparation, je crois que c'est surtout qu'il faut qu'à un moment donné, le collaborateur aille en confiance, si c'est possible, en confiance à cet entretien et puisse avoir une parole quand même aussi assez libérée. Alors, quand je dis ça, on va dire « Oh, en fonction de ce que je dis, je risque d'avoir des retours. » Alors, je suis d'accord avec vous. Maintenant, il est de plus en plus présent et ce phénomène va s'amplifier. Les employeurs ont bien conscience que les salariés passent, qu'on a des salariés tous les 5 ans, globalement, les salariés en moyenne vont pouvoir changer d'emploi. Et que oui, on va former, on va accompagner des salariés qui demain ne seront plus nos salariés. Donc, si vous voulez aborder aussi des notions, par exemple, je veux faire une mobilité externe, actuellement, et j'encourage à échanger là-dessus avec vos employeurs, avec vos managers, parce qu'en fait, in fine, vous terminerez ça terminera par une relation de gagnant-gagnant, si vous voulez, de pouvoir aussi même mettre en place ou être accompagné sur une mobilité externe de façon, je dirais, positive. Voilà.
Donc voilà, Cindy, en gros, l'essentiel, c'est qu'il faut réfléchir sur son projet. Il y a plusieurs moyens, il y a des sites, etc., qui peuvent vous aider. Mais aussi, il y a le fait, et je pense, j'encourage l'employeur, de donner un document de préparation. Il y a des documents de préparation, hein, Cindy. Vous allez sur les OPCO, il y a des documents type pour préparer son entretien professionnel que vous allez pouvoir trouver aussi. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut préparer et que c'est pas ce qui est évident. Voilà. C'est pas évident pour personne, en fait. Je te remercie. On a eu plein de questions dans le chat. Donc, pour laisser, il reste à peu près un quart d'heure si des personnes veulent de vive voix participer et en tout cas poser les questions. En tout cas, je vais dire des questions que j'ai vues. Alors déjà, pour répondre vraiment à la partie côté Eurecia, sans forcément trop rentrer dans le détail, parce que c'est après en fonction de chaque besoin que l'entreprise a. Mais nous, oui, Eurecia, on est du coup un logiciel, on a ce qu'on appelle le module entretien. Donc là, c'est tout ce qui va être lancement, suivi des campagnes, des alertes aussi pour identifier les collaborateurs qui sont éligibles. Là, ça sera plus au bilan des 6 ans. Et voilà, il y a vraiment tout un aspect sur des entretiens avec planification, préparation aussi des entretiens, auto-évaluation, des questionnaires personnalisables. Vraiment, on a un module qui est assez complet. J'avoue, je n'ai pas la casquette commerciale, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, on pourra vous rappeler sans souci pour vous présenter justement et vous faire une démo de ce qu'est le logiciel Eurecia et surtout ce module-là entretien. Voilà, c'était pour répondre un peu aux petites questions sur Eurecia. En tout cas, sur la thématique du jour, Yannick, j'ai des questions pour toi. Donc, les perspectives d'évolution professionnelle sont-elles à envisager uniquement dans l'entreprise, ou parfois il n'y en a aucune, ou cela peut-il porter sur un projet extérieur à l'entreprise? Ça peut porter sur un projet extérieur à l'entreprise, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, on peut avoir un salarié qui dit, ben voilà, moi, je fais actuellement mon job, je le fais bien, il n'y a pas de problème, hein, je ne suis pas en train de dire je suis en opposition ou je suis dans un mal-être, mais j'ai un projet à 2, 3 ans, 4 ans de dire de devenir ça, de faire ça. Et à ce moment-là, je pense que c'est intéressant aussi pour l'entreprise de dire, ben, OK, très bien, comment je peux y participer? Parfois, ça peut être que en donnant, j'allais dire, des orientations, en donnant des adresses mail, ou voilà, hein, aussi. Ça peut être aussi par la formation ou autre. Mais je pense que c'est quelque chose, parce que plus vous allez participer à ça, plus votre salarié, le temps qu'il sera présent chez vous, sera performant. Ok, merci. Une autre question. À partir de quelle durée d'absence faut-il un entretien professionnel à la reprise? Alors, ça, c'est pas notifié, je dirais, dans les textes. Il y a, hein, par exemple, à partir d'un congé maternité, congé parental. Donc ça, il y a. La durée, je dirais, en fait, je pense que, pour moi, je vous répondrai, donc au niveau juridique, il n'y a pas de cadre, si vous voulez. Maintenant, je vous répondrai qu'il faut le sentir. Il y a même d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que parfois, vous avez le collaborateur qui lui-même va pouvoir demander, c'est ça, il va falloir peut-être ouvrir, je dirais, le cadre, c'est que votre collaborateur se sente de demander un entretien aussi de reprise. Je prends un exemple, vous avez un collaborateur qui a vécu un choc ou qui a vécu un traumatisme. Il a pu être absent que pendant un mois, etc., mais il reprend. Il est là, mais c'est peut-être important aussi de faire un entretien, je dirais, professionnel. Tant il a peut-être absent qu'un mois. Voilà. Parce que c'est vraiment pour le bien-être, bien sûr, du salarié, mais aussi la performance de votre salarié en entreprise. Voilà. Donc, il n'y a pas de date, de durée. Voilà. Il y a un cas d'égal sur certaines dénominations, je dirais, d'absence, on va dire. Mais après, c'est à vous de pouvoir, de voir qu'est-ce qu'il en est et de sentir aussi en co-construction avec votre salarié. Une autre question hyper intéressante, c'est comment inciter le collaborateur à préparer son entretien. Donc là, il y a un cas, par exemple, où l'entreprise elle a un module de préparation de l'EAP, mais très peu de collaborateurs s'y préparent. Alors, oui, tout à fait. Alors, nous, ce que l'on préconise, en fait,
en tout cas, moi, c'est ce que j'ai mis en place dans de nombreuses entreprises, c'est en fait une sensibilisation en fait collective. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, les entreprises ont organisé, par exemple, 2 heures, ou pas, alors ça dépend de la grosseur des entreprises, en fait, hein, mais des événements de sensibilisation et d'échange autour de cette thématique-là. Et on peut le faire aussi dans une petite structure, hein, parce que moi, j'en ai accompagné les structures, on est 5 salariés, ben, c'est pas grave, on va faire une réunion et on va parler de ça et on va essayer de dire, voilà, quel est l'intérêt qu'il y aurait de travailler sur un projet professionnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un échange entre salariés, parce que souvent, pour être clair, hein, c'est souvent entre pairs hein, que se prennent je dirais, voilà, qui a un impact, on va dire, hein, beaucoup plus fort hein, dans ce qui est dit. Et justement, un salarié qui va dire, ben voilà, moi, j'ai une expérience, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai fait ci, j'ai fait ça m'a apporté. Ah oui, ah, tu penses, etc. Et c'est comme ça qu'on va réussir progressivement à pouvoir amener le plus grand nombre. Maintenant, il faut être clair, et je le dis avec beaucoup de pragmatisme, c'est complexe, et il y a beaucoup de entreprises où les gens me disent, ben moi, les salariés, pour le moment, ils ne sont pas intéressés, et il faut être aussi très humble, mais je dirais, ce n'est pas pour l'employeur une obligation. Nous avons une obligation de moyens. C'est-à-dire, notre obligation, c'est proposer ce temps-là. Le contenu de l'entretien, c'est le collaborateur qui le fait. On est bien clair, ça c'est très très important pour les entreprises de dire c'est le collaborateur aussi qui le fait. Le collaborateur qui ne parle pas, qui n'a pas d'idée, qui n'a pas de proposition, il est centré sur lui l'entretien. À un moment donné, ben ok, très bien, on va signer en bas à droite, moi je l'ai fait, moi je te l'ai proposé. Maintenant, et c'est là que ça change en termes de paradigme, vous voyez, on est vraiment dans la co-construction. Voilà. Et c'est aussi en renvoyer au collaborateur sa responsabilité. Ça aussi, c'est très, très important, je pense. Et c'est pour ça que c'est un outil assez puissant, en fait. Parce que c'est un lieu où, justement, vous pouvez facilement voilà, faire part de conscience à votre collaborateur que lui aussi, il doit proposer. Et qu'il n'y a pas que l'entreprise, on n'attend pas aussi de l'externe, il y a aussi l'interne. Voilà. Et justement, j'ai une autre question qui demande, est-ce le N+1 qui réalise l'entretien pro directement ou le service RH avec le manager plus le salarié? Alors, question extrêmement pertinente et très, très intéressante. En fait, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez l'entretien professionnel, il faut qu'il y ait une confiance. Il ne faut pas qu'il y ait d'évaluation. Donc, c'est vrai qu'on peut imaginer que le manager, en fonction des représentations, le manager, c'est ah là 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 là. Le manager, il m'évalue. Le manager, il évalue ma performance en permanence. Et là, maintenant, il va me dire, oh, j'exagère un peu, hein, mais on est potes, enfin, on va co-construire ensemble. Donc, ça dépend, si vous voulez. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu tendance à dire que cet entretien, justement, il peut être réalisé par d'autres personnes que le N+1. Et je dirais même d'autres personnes que le N+1, c'est même pour moi assez profitable et il y a un vrai intérêt. Moi, ce que j'ai fait dans certaines structures, alors moi, c'est ce qui se passe par exemple dans mon groupe, nous, ce n'est pas le N+1 qui fait, mais ce sont les managers, en fait, on change, si vous voulez, c'est-à-dire il y a tout un groupe d'intervieweurs et en fin de compte, on interviewe des collaborateurs, mais en fait, le manager va interviewer le collaborateur du collègue qui manage le service d'à côté. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qui, je pense, par contre, est important, c'est qu'il y a une dimension, il faut donner la possibilité à votre collaborateur de se projeter. Donc, il faut quand même avoir des personnes qui soient et dans une posture d'écoute et qui quand même connaissent quand même l'entreprise, connaissent voilà, la stratégie d'entreprise. Je pense que ça, c'est important. Maintenant, je trouve, et il y a beaucoup d'entreprises comme ça, où c'est plutôt le service RH qui le fait, font les entretiens. Alors après, on est dans une sorte de nombre, hein. C'est toujours pareil, parce que le service RH n'est pas toujours assez nombreux, on va dire. Voilà, je ne viendrai pas, je ne vais pas polémiquer, mais voilà. Mais si vous voulez, donc il y a une question de nombre. Mais moi, je pense que ça peut être intéressant de faire quelque chose de collectif, justement, et qui est une communauté d'intervieweurs, et que ce ne soient pas toujours les mêmes. Vous voyez, au bout de 2 ans, eh bien, on change d'intervieweur. Il y a quelque chose qui peut être intéressant et qui peut être dans l'image un peu d'une intelligence collective et qui peut avoir lieu. Voilà. Donc, autre chose qui est importante, c'est que de plus en plus, on nous demande l'externalisation des entretiens. De plus en plus, il y a des entreprises qui disent « mais moi, je n'ai pas le temps de le faire. Est-ce que vous pouvez le faire à ma place ?» Alors, globalement, j'étais totalement contre, moi. Je trouvais que c'était pas, il y avait une ineptie là-dedans. Je reviens un tout petit peu dessus. C'est vrai que, et on l'a fait, on a certains avantages à externaliser l'entretien
Ce que l'on fait, c'est qu'on prépare en amont avec les dirigeants vraiment le contexte, qu'est-ce qu'il en est, l'entretien. Mais certains salariés ont trouvé très intéressant d'avoir une personne neutre et surtout, pour les petites entreprises, une personne compétente dans la gestion des parcours professionnels. C'est-à-dire que quand vous apprenez un expert, votre salarié va poser une question sur le CPF. Nous, on a accompagné des gens à faire leur compte CPF. Comme ça, au moins, tous les salariés ont le compte CPF. On peut leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un CEP vraiment avec finesse. Ils ont tel ou tel projet. On peut déjà, sans être en lien avec l'entreprise, déjà, je dirais, pouvoir avancer et pouvoir avancer sur leur projet. Et ça, c'était très, très apprécié. C'est ce que peuvent avoir parfois les grosses entreprises avec de vraies, je dirais, compétences en face, hein, mais souvent, quand on est dans une période de TPE, voilà, c'est pas si évident d'avoir ces compétences. Bon, mais on arrive à la fin de ce canapé RH qui était hyper intéressant. Il y a encore des questions, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me les noter. Yannick, on le verra ensemble, et comme ça, dans le compte rendu, je mettrai les réponses aux questions qui n'ont pas pu être abordées par manque de temps, malheureusement. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation. Merci Yannick pour cette thématique. Merci à vous et au plaisir. Merci, hein, merci de nous Merci. avoir Et invités. si, voilà, si vous avez quoi que ce soit besoin de réponses, notamment par rapport à Eurecia, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous avez normalement tous mon mail, vu que je vous ai envoyé l'invitation il y a peu. Donc, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis au mois prochain pour un nouveau canapé RH. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.